Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire pour cette nouvelle émission consacrée aux histoires de Tintin et à Tintin dans l'Histoire. Aujourd'hui, on parle avec Florian Moine du parcours éditorial d'Hergé de Tintin chez Casterman, une émission qui s'inscrit donc dans une série que vous pourrez écouter tout au long des mois de mai et juin 2020. Toutes les références citées dans le podcast se trouvent sur le site paroledhistoire.fr que vous retrouvez également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook ou encore YouTube. Ne manquez pas l'émission de ce vendredi qui sera consacrée au Lotus Bleu, un des albums mythiques d'Hergé. Très bonne écoute et à bientôt. Pour parler de Tintin et de la façon dont il a été publié, je suis avec Florian Moine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant ATER à l'Université Paris 1. Vous travaillez donc sur Tintin et son éditeur et ses éditeurs et la façon dont il a été publié. Ma première question serait pour vous demander qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur Hergé, Tintin, Casterman ? Est-ce que c'est un goût pour la bande dessinée ou est-ce que c'est avant tout une démarche d'histoire sociale ou un peu un mélange des deux ? Alors en fait, ce qui m'a amené à travailler d'abord sur Casterman, et donc quand on travaille sur Casterman, sur Tintin, ce sont les archives. Puisque Casterman est une maison d'édition donc, qui a, en tant que société juridique, disparu en 1999, quand elle a été rachetée par l'un de ses concurrents, Flammarion. Et donc le patronat de la maison d'édition a cédé, si vous voulez, ses archives un peu en catastrophe en 1999, quand le siège social tournaisien de la maison d'édition a disparu. Et ces archives, elles sont conservées aujourd'hui aux archives de l'État, enfin au dépôt tournaisien des archives de l'État. Des archives de l'État belge, et c'est ce dépôt qui est pas inventorié en fait, mais qui est extraordinairement important de manière quantitative et qualitative, qui m'a amené à travailler sur la maison Casterman. Et on ne peut pas travailler sur la maison Casterman sans évoquer Hergé, bien évidemment. Et pour répondre à votre question sur mon intérêt pour la bande dessinée, oui, je suis un amateur et un lecteur de bande dessinée. À chercher à travailler sur l'édition de bande dessinée. Du coup, j'imagine que votre propre rapport à Tintin comme lecteur, entre peut-être les premiers albums découverts dans l'enfance et aujourd'hui, après des années de travail, a dû pas mal évoluer si vous reprenez aujourd'hui ces albums. Oui, effectivement. J'ai lu Tintin quand j'étais enfant. Je crois que c'est la première bande dessinée que j'ai lue parce que mes parents me l'offraient, m'en offraient régulièrement. Après, je ne suis pas titinophile au sens où je ne fous pas un culte à Hergé, même si j'aime beaucoup son dessin. Donc effectivement, j'avais une vision assez lointaine des aventures de Tintin quand j'ai commencé ma thèse. Je les ai relus un peu par curiosité, mais effectivement, quand on se plonge dans les archives, on se rend compte à quel point les aventures de Tintin, surtout après-guerre, est une création de plus en plus collective, d'une part, et d'autre part, l'influence de l'éditeur, notamment sur le passage à la couleur des aventures de Tintin, qui est en fait une décision purement éditoriale et qui est une décision pour conquérir le marché français, en fait, qui est prise à l'initiative de l'éditeur et au départ un peu contre la volonté d'Hergé. Donc effectivement, on lit d'une nouvelle manière, si vous voulez, les aventures de Tintin, mais c'est ce qui m'intéresse justement, c'est de voir un peu l'envers du décor derrière les planches très lisses des albums d'Hergé. Alors, il faut peut-être ajouter que cette démarche, elle s'inscrit dans un champ de l'histoire culturelle, qui est l'histoire de l'édition, qui s'est progressivement construite, autonomisée. Je pense par exemple aux travaux de Jean-Yves Mollier sur le 19e siècle, qui ont été importants, bien d'autres également. Et c'est aussi le signe d'une histoire culturelle arrivant à maturité, on va dire, dans les dernières décennies, qui quitte la pure analyse de contenu, qui a longtemps été pratiquée et qui a sa légitimité, pour s'intéresser aussi aux conditions sociales de production, de réception des œuvres culturelles. C'est aussi comme ça que votre travail s'inscrit ? Oui, exactement. Oui. Jean-Yves Mollier est évidemment une référence pour moi dans la manière dans la mesure où je suis un historien de l'édition. Donc évidemment, j'ai commencé par lire ses travaux. Et effectivement, l'étude de contenu, dans ma perspective, est évidemment intéressante, mais ne suffit pas. Ce qui m'intéresse également, c'est de savoir comment et pourquoi, dans quelle mesure est-ce qu'on a créé ce contenu. Également, les conditions de production dans cette histoire culturelle que j'essaie de faire à travers la monographie d'une maison d'édition m'intéresse tout particulièrement, notamment faire une histoire matérielle de la bande dessinée en tenant compte des supports, de leur évolution. Par exemple, dans le cas de Casterman, l'évolution des techniques d'impression qui sont extrêmement importantes, et ne plus se contenter effectivement d'analyser la planche comme pourrait le faire également un historien d'art.
Ça a d'autant plus d'importance que, on le verra sans doute au cours de cet entretien, il y a plusieurs éléments de contenu qui sont en fait très largement influencés, voire déterminés par des conditions de production, par des stratégies éditoriales. Il faut sans doute dire en préalable que lorsqu'on lit les albums de Tintin aujourd'hui commercialisés, on lit quelque chose qui a été profondément remanié depuis l'origine, depuis les premières façons dont Tintin était publié à partir de 1929. Oui, l'histoire d'ailleurs éditoriale des aventures de Tintin est absolument fascinante, puisque entre les premiers albums Tintin au Congo, Tintin en Amérique, qui ont été publiés dans le petit 20e, enfin les premiers albums, pardon, les premières histoires, publiées dans le petit 20e de Tintin au Congo, et de ce qui devient ensuite Tintin en Amérique, etc. Et les albums qu'un enfant en 2020 peut avoir dans les mains, il y a eu effectivement tout un tas de processus de recréation qui montrent bien, d'une part, l'évolution des stratégies éditoriales, mais aussi, d'autre part, l'évolution finalement de la société, du regard que le public et même l'éditeur portent sur une œuvre donnée. C'est ce qui est extrêmement intéressant quand on regarde justement à travers les archives éditoriales, puisque Casterman, pendant notamment la guerre et ensuite durant les années 50 et 60, demande à faire un certain nombre de modifications à Hergé pour notamment lisser le récit et faire disparaître un certain nombre de références qui soit sont déjà critiquées, soit pourraient le devenir effectivement. Donc la stratégie de l'éditeur, ici Casterman pour les aventures de Tintin, c'est au maximum de lisser le récit pour en faire un objet grand public standardisé en fait. Et c'est ce qui peut-être a permis aussi aux aventures de Tintin de survivre au temps qui passe. Oui, et de fait, on ne peut que constater que ça a marché, et que ça a marché sur tous les plans, à la fois pour en faire une œuvre grand public et aussi pour contribuer à faire d'Hergé un auteur reconnu comme tel. Évidemment, il n'y a pas que la stratégie éditoriale derrière, l'œuvre elle-même y contribue, mais on peut dire que cette stratégie a sans doute très très bien marché. Une petite question, peut-être pour prolonger ce que vous disiez sur les sources et les archives Casterman, je me demandais dans quelle mesure ce que vous trouvez dans ces archives corrobore ou contredit en partie les récits qu'Hergé lui-même a fait de son travail. On sait notamment que des conversations avec Numa Sadoul ont été publiées, un livre d'entretien qui a été très, très intéressant, très regardé justement par toute la communauté qu'on appelle tintinophile. Il a été beaucoup interviewé aussi à la fin de sa vie, il a beaucoup parlé de son travail, il l'a un peu mis en scène même. Est-ce que, lorsque vous lisez les documents des archives, est-ce que vous retrouvez finalement cette histoire que Hergé lui-même a racontée, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont un petit peu en décalage? Est-ce qu'on voit les choses différemment? Je pense que plus qu'une contradiction, il y a un complément, en fait. Effectivement, Hergé, vous le dites très bien, c'est aussi mis en scène, notamment, et l'entretien avec Numa Sadoul a été complètement réécrit par Hergé, puis ensuite supervisé par Casterman, qui a fait supprimer deux, trois passages. Ça, Benoît Peters en parle dans la biographie qu'il fait d'Hergé. Mais il faut savoir aussi que dans les archives Casterman, Hergé, c'est aussi une forme d'ombre qui plane sur les archives, puisque les archives Casterman ont beau être extrêmement importantes en termes de volume, tout ce qui se rapporte directement, et tout ce qui pourrait porter la signature d'Hergé a disparu, en fait, et n'est pas présente dans les archives. C'est-à-dire qu'il y a dans les archives Casterman des milliers d'albums publiés, des milliers de livres, mais il n'y a pas les aventures de Tintin. Et vous n'avez pas directement la correspondance entre Hergé et Casterman. La correspondance Hergé-Casterman, elle est numérisée, et moi j'ai accès à la copie numérique qui est conservée par Moulinsart, et dont les archives de l'État ont une copie numérique. Néanmoins, dans cette correspondance qui est extrêmement riche entre Hergé et Casterman et son éditeur, il s'écrivait pratiquement tous les jours, ce qui fait donc une correspondance entre 1934 et 1983 qui est extrêmement volumineuse. Vous n'avez pas une contradiction, si vous voulez, avec ce qu'a pu dire Hergé à Numa Sadoul et derrière dans ses interviews. Par contre, il y a un complément qui est extrêmement intéressant, c'est la stratégie éditoriale que l'on peut apercevoir, notamment de la part, dans les années 30-40, de
Charles Laine qui fait venir Hergé chez Casterman, puis du patron Louis Casterman, notamment dans ce qui est de la stratégie de mise en couleur d'Hergé. C'est là l'un des principaux points, c'est l'un des points qui m'ont le plus intéressé. C'est comment est-ce que Casterman réussit à convaincre Hergé du bien fondé de la colorisation des albums Tintin. Et ça, c'est quelque chose sur lequel Hergé ne s'était pas complètement étendu, mais sur lequel les archives nous renseignent extrêmement bien, parce qu'on peut voir l'initiative éditoriale ici également. On peut aussi voir l'initiative éditoriale dans un certain nombre de modifications de certains albums où l'éditeur demande à Hergé, pour ne pas froisser ce que l'éditeur appelle les susceptibilités, de transformer certains visages, de transformer certaines séquences, de transformer surtout certains dialogues, notamment par exemple certaines insultes du capitaine Haddock. Alors, on va revenir peut-être sur certaines de ces modifications dans un second temps, mais pour commencer, il faut sans doute dire comment Casterman et Hergé se sont rencontrés. Casterman, c'est quel genre d'éditeur au début des années 30 et que vient faire Hergé chez cette maison d'édition qui est finalement son premier véritable éditeur en quelque sorte? Oui, effectivement, Casterman est son premier véritable éditeur, puisqu'avant, Hergé était pratiquement autopublié donc dans des éditions du Petit 20e, qui étaient en fait patronnées par Norbert Wallet, qui était l'abbé qui a lancé Hergé, qui était le patron du journal Le 20e siècle, le journal catholique belge. En fait, Hergé entre chez Casterman en 1932 sous l'initiative de Charles Laine. Charles Laine est lui-même un ancien journaliste du XXe siècle qui entre chez Casterman en 1931 pour devenir donc directeur commercial, mais en fait il exerce la fonction d'éditeur. Et l'un des premiers réflexes de Charles Laine, c'est de recontacter Hergé, avec qui il entretient des relations tout à fait amicales, pour lui confier un certain nombre de travaux. Des travaux notamment d'illustration. Donc Hergé va réaliser des illustrations de livres au départ pour Casterman, jusqu'à ce qu'ensuite Charles Laine lui propose le fait que Casterman prenne en charge donc l'édition de sa série des aventures de Tintin. Et donc le premier album, Les Cigares du Pharaon, paraît chez Casterman en 1934. Et Casterman, dans les années 1930, c'est un éditeur catholique, un éditeur qui est spécialisé donc dans l'édition de livres pieux, de livres de piété, de livres de dévotion, depuis le 19e siècle. Et c'est aussi un éditeur de livres de prix qui s'adresse notamment aux écoles libres de Belgique, francophones et de France, mais de livres de prix donc à forte connotation catholique. Et dans les années 1930, Casterman, on observe une évolution de la stratégie éditoriale de Casterman sous l'impulsion de Louis Casterman, qui est à l'époque un jeune éditeur, qui a repris la maison en 1919 avec son frère. C'est dans cette logique-là que s'inscrit donc le recrutement de Charles Laine. Charles Laine qui a des réseaux au sein des sphères catholiques qui intéressent Casterman, d'où son recrutement. Et l'objectif de Louis Casterman, c'est de diversifier sa production en direction des librairies, notamment des librairies catholiques, pour investir le marché de la librairie enfantine. Et non plus seulement s'adresser aux écoles libres, mais aussi s'adresser au grand public en dehors des écoles et des livres de prix, pour proposer directement des produits aux parents. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit l'acquisition par Casterman de l'édition des Aventures de Tintin. Casterman, avec Tintin, va aussi chercher à jouer et à pénétrer sur le marché français. Et ça, c'est un point intéressant au cours des années 30. Est-ce qu'on peut dire qu'une certaine manière, Tintin n'est plus seulement belge? Les premières aventures étaient marquées, je crois, par de l'argot bruxellois, par un certain nombre de marqueurs très nets de son appartenance. Est-ce que c'est quelque chose qui évolue avec cette volonté de l'éditeur de diffuser beaucoup plus massivement, évidemment, dans un pays francophone, avec avec un lectorat beaucoup plus large? Oui, tout à fait, effectivement. L'un des objectifs de Casterman, c'est justement de s'implanter en France, puisque le Casterman dispose d'une succursale française depuis le milieu du 19e siècle, et son objectif est bien sûr d'atteindre le
le marché français. Et ça passe effectivement par gommer tout ce que Casterman appelle donc des belgicismes, et tout ce qui va, un certain nombre d'expressions, effectivement, tout ce qui va rappeler de trop près la Belgique francophone, et notamment l'argot bruxellois, par exemple, pour atteindre effectivement le marché français. Il reste que les aventures de Tintin se vendent beaucoup mieux jusqu'à l'après-guerre, hein, se vendent beaucoup mieux en Belgique francophone qu'en France, puisque en Belgique francophone, hein, les aventures de Tintin bénéficient de l'écho dans le petit 20e et puis pendant la guerre du soir, tandis que dans la Belgique francophone, il y a bien Cœur Vaillant qui édite Hergé, mais c'est pas suffisant pour définitivement implanter les aventures de Tintin en France. Il reste qu'effectivement, Casterman comprend assez vite qu'avec le Tintin et Hergé, il dispose d'un dessinateur et d'un produit susceptible de conquérir le marché français. Et donc, ils vont faire en sorte de lisser le récit, et notamment, ça passe par modifier un certain nombre d'expressions pour le faire correspondre aux attentes des lecteurs français. Alors, vous avez cité Cœur Vaillant, c'est intéressant parce que ça rappelle très utilement que Tintin, qui est aujourd'hui devenu un peu une sorte d'icône exceptionnelle, il s'inscrit aussi dans un contexte avec des concurrents sur le marché du livre pour enfants, du livre jeunesse, de la bande dessinée, notamment, je crois que c'est l'époque où Babar de Jean de Bruneuf est diffusé, mais il y a aussi sans doute d'autres choses qui sont moins connues en dehors des spécialistes. Est-ce que vous pouvez peut-être restituer un petit peu dans quels sont les concurrents possibles, quel est dans quoi s'inscrit Tintin finalement, qui est devenu exceptionnel par la suite, mais qui n'est peut-être pas autant sur le moment. Effectivement, le marché de l'album pour enfants dans l'entre-deux-guerres est en pleine mutation, et notamment dans les années 30. Vous avez effectivement cité Babar, qui profite notamment de l'évolution des techniques de reproduction, et notamment de la généralisation de la lithographie pour proposer des couleurs plus chatoyantes. Vous avez également des éditeurs qui sont bien implantés en France, notamment je pense à MAM, du côté de l'édition catholique. Vous avez également Gauthier Langros avec la série Bécassine, qui dans le domaine de la bande dessinée est une référence, notamment pour Casterman, qui prend exemple notamment sur Bécassine en termes de format. Vous avez également les bandes dessinées de Zigépus, d'Alain de Saint-Augan, qui rencontrent un certain succès, et qui sont donc les principaux concurrents des bandes dessinées d'Hergé à cette époque-là. Il reste tout de même que le marché de l'album est beaucoup plus malthusien dans l'entre-deux-guerres qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais en tout cas, dans le domaine de l'édition, et notamment dans le domaine de l'édition catholique, qui est là le véritable public de Casterman à cette époque-là, les principaux concurrents sont quand même MAM et Gauthier Langros. Arrive la Seconde Guerre mondiale, qui, ça a été noté par les biographes d'Hergé, par Peters, par Pierre Assouline, par tous les gens qui ont travaillé sur son œuvre. La Deuxième Guerre mondiale est vraiment un moment d'une extrême importance, souvent étudié sur le plan idéologique, avec évidemment la question des accointances ou pas d'Hergé, avec le rexisme, le collaborationnisme, le fait qu'il publie dans Le Soir. Ça a été moins étudié, c'est un des mérites vraiment de l'approche que vous faites, du point de vue éditorial, parce que c'est là, dites-vous, qu'il y a une mutation très profonde qui opère, notamment avec le passage à la couleur des albums de Tintin. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu pourquoi ce moment, la Seconde Guerre mondiale, il est si déterminant dans l'évolution de l'œuvre ? Oui, ce moment est absolument déterminant dans l'histoire éditoriale des aventures de Tintin. En réalité, Casterman cherche, pour s'implanter en France, Casterman sait qu'il faut passer par la couleur. C'est passer par des albums en couleur, parce que c'est ce qui marche notamment en France. Et Charles Laine, il a cette idée en tête depuis 1936. C'est l'intérêt de la correspondance éditoriale, de voir que plus le temps passe, plus Charles Laine défend l'idée d'insérer au départ quelques planches en hors-texte en couleur, qui fait dessiner Hergé en 1936-1937. Des planches en hors-texte en couleur pour justement sortir du tout noir et blanc et donc conquérir le marché français. Arrive la guerre, arrive 1940, qui est un tournant fondamental dans l'histoire éditoriale des aventures de Tintin, mais aussi dans l'histoire de Casterman, en fait, puisque Casterman tournait et bombardé pendant la guerre. Il
l'une des villes de Belgique les plus ravagées par les bombardements allemands en 1940. Néanmoins, Casterman est épargné par ces bombardements. C'est une chance exceptionnelle quand on voit le délabrement de Tournai en juin 1940. Et Casterman donc, suit la doctrine de reprise économique du gouvernement belge de cette époque-là et refait tourner le plus rapidement possible ses presses. Néanmoins, la concurrence française a pratiquement disparu, mais aussi la concurrence américaine. Et ce qui offre, en fait, si vous voulez, un boulevard à Casterman. Louis Casterman le comprend très bien et il va commencer à réfléchir sur comment moderniser son catalogue. Et l'un des produits les plus importants pour lui sont les aventures de Tintin. Et pour moderniser son catalogue, comme Casterman est un imprimeur, il va décider donc d'acquérir une presse offset, donc une presse lithographique offset qui permet en réalité d'imprimer en couleur à bien meilleur prix avec un meilleur rendement. Pour ce faire, en fait, Casterman acquiert une presse offset d'occasion à Bruxelles en 1941. Et ça, justement, c'est l'atout des archives que de nous renseigner là-dessus. Et il l'acquiert justement pour imprimer en couleur les aventures de Tintin. Technologie allemande au passage en 1941, ça va avec la période, on va dire. Oui, tout à fait. Il se trouve en fait que effectivement ça va avec la période, mais aussi cette presse vient de chez Faber et Schleicher, qui en fait est le leader dans l'impression offset depuis les années 1920. Et il faut aussi savoir qu'il y a une forme de connexion de Casterman avec l'Allemagne bien avant 1940, puisque Louis Casterman lui-même s'est formé à Leipzig en 1913. Leipzig, qui est l'un des principaux centres de l'édition européenne au 19e jusqu'à l'entre-deux-guerres. Et donc pour transformer donc, les aventures de Tintin, Casterman acquiert une presse offset, et encore faut-il derrière convaincre Hergé que c'est la bonne chose à faire. Ce qui fait qu'en février 1942, Louis Casterman demande à Hergé de venir à Tournai et lui montre cette presse offset et réussit à convaincre Hergé du bien fondé du passage à la couleur. Et Casterman et Hergé arrivent à un accord notamment économique, qui consiste à redessiner l'ensemble des aventures de Tintin, à l'exception notable de Tintin au pays des Soviets, qui ne fait pas partie des albums redessinés, pour justement arriver à une série cohérente dans l'objectif, à la fin de la guerre, d'alimenter le marché wallon et le marché français. Cet accord, donc, il fait que Casterman participe financièrement à la remise en forme des albums par Hergé, qui à ce moment-là recrute donc une assistante pour la colorisation de ces albums. Néanmoins, se pose un problème dans cette mise en couleur des albums de Tintin, c'est que les albums Tintin ne peuvent pas rester de 128 pages. Il faut réduire les albums, la pagination des albums pour que le prix de revient ne soit pas trop élevé, pour que le public puisse mettre avoir un prix de revient suffisamment bas pour être compétitif sur le marché du livre enfantin. Et alors du coup, je vais juste faire une ponctuation par une question. Du coup, ça veut dire que cette réduction de la pagination, c'est ça, avec le passage à la couleur, qui va contribuer aussi à donner la forme désormais standardisée, régulière des albums de Tintin qui auront, à partir de là, toujours la même apparence. Oui, tout à fait. Justement, la mise en couleur participe à la standardisation des albums d'Hergé, puisque Hergé et Louis Casterman se mettent d'accord pour avoir des albums effectivement de 62 pages, standardisés et tout en couleur bien évidemment, et charge à Hergé de refonder entièrement ces albums. Ce qui fait qu'Hergé n'est jamais autant productif que pendant la guerre, puisqu'il doit à la fois continuer ses histoires pour Le Soir, le journal qui prépublie les aventures de Tintin pendant la guerre, et en même temps refaire les albums qui ont déjà été publiés par Casterman avant-guerre. Donc effectivement, cette standardisation, elle est intimement liée à la mise en couleur, qui implique un investissement de la part de l'éditeur, un investissement en matériel, et ensuite un investissement financier, c'est-à-dire financer la remise en couleur des planches par Hergé, effectivement, avec un prix par planche remise à l'éditeur. Ce qui, pour Casterman, est à l'époque un véritable investissement financier. Il mise sur Hergé pour avoir derrière
une série capable d'inonder, si vous voulez, le marché français dès l'après-guerre. Et ça, Charles Laine le comprend parfaitement. Dans une lettre très explicite à Hergé, il dit « Nous avons la chance d'avoir un héros en or. Maintenant, il faut que nous soyons le premier sur le marché dès l'après-guerre pour devancer la concurrence avec une série de 6, 7, 8 albums déjà prêts sur lequel le public auquel le public pourra s'identifier. Cette projection sur l'après-guerre, je trouve ça tout à fait fascinant parce que c'est pas si simple, c'est pas si courant dans l'Europe occupée d'imaginer une stratégie éditoriale d'après-guerre. À quelle date ça se situe? C'est avant, après Stalingrad? C'est au moment où on sent que l'Allemagne est déjà en train de perdre? Ou est-ce qu'on peut situer ça? Parce que c'est quand même tout à fait singulier d'avoir déjà cette stratégie éditoriale pour après la guerre. C'est bien avant le tournant de Stalingrad. C'est dès 1941. Dès 1941, Louis Casterman se projette, et Louis Casterman et Charles Laine se projettent dans l'après-guerre, en disant que les difficultés du temps ne seront pas éternelles et qu'il faut créer une stratégie éditoriale pour l'après. Et profiter du fait que la concurrence américaine et la concurrence française ont disparu, et donc occuper le terrain pendant que les autres ne sont pas là. C'est là la stratégie de Casterman. Il faut comprendre que, contrairement à Casterman, d'autres éditeurs-imprimeurs concurrents, je citais MAM tout à l'heure, ne sont plus à même de mener à bien leur stratégie éditoriale, puisque l'imprimerie de MAM à Tours a été, elle, bombardée, et l'un des principaux concurrents belges de Casterman, Desclés de Brouwer, est aussi victime de l'incendie de son imprimerie. Ce qui fait qu'un certain nombre de concurrents de Casterman ont disparu, et Casterman sent bien qu'il y a là un moment opportun pour mettre en avant ses propres publications. Donc ça veut dire qu'on se projette à ce moment-là plutôt dans un après-guerre allemand, avec une paix allemande, qu'un après-guerre tel qu'on le conçoit évidemment aujourd'hui, 75 ans après. Une petite question au passage sur cette couleur que les albums vont désormais avoir. Hergé l'a plutôt vécu, vous le dites, sur un mode de la contrainte, il faut qu'il se laisse convaincre, c'est pas quelque chose qui est un désir d'artiste de sa part. Est-ce qu'on sait si ensuite il y a accordé de l'importance, ou si il a tout simplement dit voilà, le pantalon de Tintin sera marron, son chandail sera jaune, et puis ça s'arrête là? Ou est-ce que c'est quelque chose où il s'est investi? On sait que d'autres dessinateurs de bande dessinée, je pense à Jean Giraud, Möbius, ont accordé une grande importance à la couleur et à des choix chromatiques. Est-ce que pour Hergé, on sait si c'est le cas, ou si c'est finalement quelque chose qui passait bien après le trait dans son travail? Hergé a accordé énormément d'importance à la couleur. Hergé est un dessinateur dont une des principales caractéristiques, et là on voit vraiment, ça transparaît véritablement de la correspondance éditoriale, c'est un dessinateur extraordinairement méticuleux. Qui souhaite contrôler l'ensemble du processus de dessin. Donc c'est quelqu'un qui va lui-même remettre ses planches à la photogravure, qui va contrôler la mise en couleur, qui va aborder des discussions extrêmement techniques avec son imprimeur sur le rendu de telle ou telle couleur. Donc Hergé est vraiment quelqu'un d'extrêmement méticuleux, et extrêmement méticuleux sur tout ce qui est technique de fabrication, sur ce qui est donc le rendu du trait bien évidemment, mais aussi sur la couleur. Donc dès que les albums passent en couleur, Hergé va énormément investir sur cet aspect-là, même si effectivement au départ il n'est pas convaincu par cette question de la couleur. Une fois que il s'est mis d'accord avec Casterman sur la colorisation, la nécessaire colorisation des aventures de Tintin, eh bien, il va en faire effectivement l'un des atouts de sa bande dessinée. Et effectivement, ce qui est vraiment notable dans le rapport d'Hergé à son œuvre, c'est ce souhait de contrôle, et aussi ce souhait de véritablement maîtriser l'ensemble du processus de production. Et notamment, il a des conversations avec Bindels, qui est le photograveur de Casterman et donc des aventures de Tintin, sur comment est-ce qu'on peut optimiser le rendu de tel bleu, de tel rouge, de tel vert, pour avoir véritablement quelque chose qui soit fidèle à ce que Hergé souhaitait. Donc oui, là, sur la couleur du pantalon, c'est quelque chose qui n'est pas du tout un hasard, bien au contraire, c'est quelque chose de minutieusement réfléchi.
un souci méticuleux de contrôler et en même temps une capacité à déléguer, puisque c'est aussi dans cette période et en lien donc avec ce passage à la couleur que Hergé s'entoure progressivement de collaborateurs de plus en plus nombreux, dont certains évidemment sont célèbres comme Edgar Jacobs, et que du coup va naître progressivement ce qui s'appellera ensuite le studio Hergé. C'est aussi lié à ces mutations initiées durant la Seconde Guerre mondiale. Oui, tout à fait. Puisque à partir du moment où Casterman et Hergé se mettent d'accord pour la mise en couleur des albums de Tintin, Hergé comprend parfaitement qu'il n'est pas capable de mener tous ses travaux en parallèle. Et donc, il engage non pas un, mais une collaboratrice au départ qui s'appelle Alice DeVos, qui va être chargée notamment de la mise en couleur des albums d'Hergé. Néanmoins, effectivement, ça se fait sous le contrôle d'Hergé qui supervise son travail. À partir du moment où Alice DeVos tombe enceinte, Hergé donc va notamment solliciter Edgar Jacobs, qui est effectivement l'un des collaborateurs les plus célèbres d'Hergé, et de ces liens, de cet engagement d'abord ponctuel de collaborateurs, naît finalement en 1950 les studios Hergé. Et donc effectivement, c'est à partir du moment où Hergé lui-même ne peut plus contrôler, ne peut plus tout faire lui-même, qu'il engage des collaborateurs, et donc finalement dans cette lignée-là naissent donc les studios Hergé. C'est un petit peu comme un grand chef cuisinier 3 étoiles qui surveille la bonne réalisation de chaque plat juste avant qu'il soit passé en salle, sans avoir forcément lui-même fait tous les ingrédients. Ça ressemble un petit peu à ce type de processus ultra perfectionniste et en même temps avec des formes de délégation. Oui, exactement, c'est exactement ça. La comparaison me paraît très juste. Effectivement, le travail sur les aventures de Tintin devient de fait de plus en plus collectif, y compris l'élaboration du scénario, un certain nombre de dessins. La recherche documentaire devient un processus qu'Hergé délègue. Néanmoins, à la fin, il garde toujours le contrôle sur les décisions, sur les décisions finales, même si c'est pas lui qui va dessiner l'entièreté de la planche. Par contre, c'est lui qui va dessiner les personnages, notamment le personnage de Tintin. Néanmoins, tout ce qui est processus de recherche des documentaires, le processus parfois même de confection de scénarios, de confection des décors, la colorisation, bien évidemment, sont délégués sous son, si vous voulez, c'est lui qui arbitre à la fin, c'est lui qui valide l'ensemble du processus. Mais néanmoins, effectivement, ça devient finalement, Hergé devient un chef d'entreprise, en quelque sorte. Enfin, c'est pas en quelque sorte, il est un chef d'entreprise, puisqu'il est le patron des studios Hergé. Et derrière, la relation entre l'éditeur et Hergé se professionnalise de plus en plus, puisque Hergé paye ses collaborateurs grâce à l'argent qu'il reçoit de ses droits d'auteur, et Casterman s'adresse de plus en plus au secrétaire des studios, donc, qui est Baudouin van den Branden, pour un certain nombre de questions secondaires, et s'adresse à Hergé quand il s'agit du fond du travail. Donc la relation après 1950 et la création des studios entre Hergé et Casterman devient, pas tout à fait, mais presque, finalement une relation entre deux entreprises. Avec un paradoxe, c'est que on pourrait penser que ce fonctionnement collectif va démultiplier la productivité. C'est plutôt, en tout cas à la fin de la période, l'inverse qui se produit, puisque les albums tendent à s'espacer, enfin plutôt pour les tout derniers, mais malgré tout, il n'y a plus tout à fait le même rendement, le même rythme, alors qu'il y a plus de monde qui est impliqué. Donc c'est un peu un renversement de logique aussi, avec des albums qui sont peut-être de plus en plus peaufinés, méticuleux, et qui s'espacent un petit peu par la suite. Oui, il y a plusieurs explications effectivement à ça. La première, c'est la dépression d'Hergé à la Libération. Effectivement, Hergé fait une dépression nerveuse. Je disais qu'il avait été extrêmement productif dans les années 1940, et il y a une forme de retour de bâton lié aux accusations sur son attitude pendant la guerre. Donc il fait une dépression nerveuse dont il a du mal à se soigner, notamment à fin des années 40, début des années 1950. Et effectivement, la création des studios Hergé ne permet pas de retrouver, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, effectivement, il ne permet pas à Hergé de retrouver suffisamment de productivité. Il y a aussi la multiplication de l'univers Tintin, qui n'est pas le fait de Casterman, mais qui est le fait d'un autre acteur, Raymond Leblanc des éditions du Lombard. Tintin devient un produit
un produit qui change de support également. Donc, le journal Tintin créé par les éditions du Lombard de Raymond Leblanc, dont Hergé est le directeur artistique et dont il supervise également la production. Et il y a aussi tout le processus de merchandising autour de Tintin qui va en bonne partie occuper les studios. Je pense au timbre Tintin notamment, qui va occuper les studios, les chromos qu'on appelle Voir et Savoir, qui sont dérivés des produits dérivés du journal Tintin. Tout cela en dehors de la confection même des albums, qui est effectivement de plus en plus méticuleuse, parce que Hergé va faire de plus en plus de recherches documentaires. C'est le cas notamment pour le diptyque sur la Lune, qui va engendrer un très grand nombre de recherches. Mais en plus de ça, il faut comprendre que les studios Hergé ne font pas que les albums Tintin. Ils font également tous les produits dérivés. Et avant de faire les albums, les histoires des aventures de Tintin paraissent dans la presse, dans le journal de Tintin, paraissent sous un format qui est différent du format de l'album. C'est-à-dire que vous allez avoir des cases qui vont être remaniées, certaines qui disparaissent, d'autres qui s'ajoutent entre la publication dans le journal Tintin de Raymond Leblanc et la publication en album chez Casterman. Donc vous avez un processus qui n'est pas simple en réalité. Vous avez une première publication dans le journal, un remaniement assez profond, parfois avec des changements de couleur, des changements d'organisation de la planche, et ensuite la publication en album par Casterman. Une publication d'album qui vise toujours à pénétrer le marché français dans les années d'après-guerre, avec des contraintes maintenant différentes, puisqu'il y a à la fois la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, les questions de tarifs douaniers, qui sont autant d'obstacles à lever. Si on revient non plus à Hergé, à son studio, mais à Casterman, à l'entreprise et à sa stratégie, là, il y a un petit peu des nouveaux enjeux qui apparaissent dans la période d'après-guerre. Oui, l'objectif de Casterman en 1945, il est très clair, il est de conquérir le marché français en premier lieu et le marché hollandais en second lieu. Ici, l'objectif, donc, c'est de disposer, d'imprimer un maximum d'albums pour alimenter le marché français, sauf que, effectivement, en France, la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, qui est aujourd'hui bien connue parce qu'elle a fait l'objet d'un certain nombre d'études, sont première forme d'expression du protectionnisme français, notamment ne s'adresse pas aux publications belges, mais essentiellement aux publications américaines, ce qui fait que des acteurs comme Casterman, Le Lombard ou Dupuis vont parvenir tout de même à s'accommoder de cette loi pour s'implanter durablement sur le marché français. Mais également, ce que j'ai pu montrer dans mon travail grâce aux archives Casterman notamment, c'est les problèmes douaniers, qui posent davantage de problèmes en fait, en termes pratiques, que la loi de 1949 en elle-même, mais qui est en fait corrélée à cette loi de 1949 parce qu'elle fait partie d'un système protectionniste français. Parce que en 1954 notamment, une subtile modification dans le tarif douanier français fait passer les aventures de Tintin non plus sous la forme de livres, mais sous la forme d'imagerie. Ce qui fait qu'en réalité, Casterman doit payer 20% de droits de douane à l'entrée en France, alors que les albums entraient avant 1954 en franchise. Ce qui va conduire Louis Casterman à faire du lobbying auprès des instances belges, mais aussi des instances françaises, avec le soutien des éditeurs français notamment, pour faire entrer en franchise les aventures de Tintin. On regarde, si on observe du côté des archives françaises, on voit que le cas des aventures de Tintin est mentionné, notamment à l'échelle ministérielle, en disant qu'effectivement les autorités françaises veulent bien faire entrer un certain nombre de livres, veulent bien faire entrer les livres belges en franchise, mais considèrent que les aventures de Tintin n'ont aucun caractère pédagogique ou éducatif ou quoi que ce soit, contrairement à ce que dit M. Casterman, et souhaitent maintenir le volet imagerie. Ce qui fait qu'effectivement, la diffusion en France au milieu des années 50 est freinée par cette histoire de droit de douane que Casterman parvient à contourner tout simplement en imprimant ces albums en France et non plus en les imprimant en Belgique. Et lorsque, en 1957, se développe donc, dans la lignée du traité de Rome le marché commun, ces difficultés douanières disparaissent et Casterman refait imprimer ces albums en Belgique à destination du marché français. Les années 1950 sont aussi celles du grand toilettage des albums antérieurs de Tintin, avec d'ailleurs une série de paradoxes. Tintin au Congo mis en couleur, mais du coup,
ça le rend plus actuel, alors que le fait qu'il soit en noir et blanc, ça pouvait le renvoyer vraiment du côté des années 30 et voilà un peu d'un vestige historique qu'on pouvait regarder avec distance. Là, ça le rend un peu plus actuel. Il y a des choses qui sont modifiées, il y a des moteurs d'avion, des modèles d'avion qui sont changés pour les rendre plus actuels, et puis aussi toute une série d'adaptations à dimension, on va dire, idéologique, parce que il faut adapter les albums à la fois au lectorat, au contexte, la décolonisation, évidemment, et la dynamique de fond de ces années 50-60. Et du coup, il y a des choses qui ne passent plus de la même façon. Et là, Casterman et Hergé dialoguent pour remédier à ça. Oui, effectivement. À l'initiative de l'éditeur Casterman, un certain nombre de modifications sont entreprises dans les années 1950 et 1960 pour changer un certain nombre d'éléments dans les aventures de Tintin. Ce qui fait que les albums qu'on peut lire aujourd'hui sont le fruit, si vous voulez, d'une opération de lissage à l'initiative en particulier de l'éditeur. Toutes ces initiatives ne sont pas celles de Casterman. Il y a aussi l'internationalisation de Tintin, notamment fait que certains albums sont transformés. Je pense notamment à L'Île Noire et à Tintin au pays de l'or noir, qui sont modifiés, notamment qui sont réaménagés à la demande de l'éditeur anglais Methuen, qui est le principal client de Casterman pour les aventures de Tintin, puisque le marché de la Grande-Bretagne devient, après le marché francophone et néerlandophone, le premier débouché pour étrangers pour les aventures de Tintin. Mais aussi, vous avez un certain nombre d'albums, effectivement, comme Tintin au Congo, qui posent problème. Là, sur la question de Tintin au Congo et la mise en couleur, qui justement enlève cette distanciation qui était celle des années 30, je reprends un peu à mon compte l'analyse qu'a menée avec justesse, je pense, Benoît Peters, dans sa biographie d'Hergé. Effectivement, la mise en couleur de Tintin au Congo crée un phénomène d'actualité, alors même que le message lui-même, dans les années 50, 60, n'a pas été modifié. Or, dans le processus de décolonisation qui s'opère après la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, fait naître un discours critique, et Casterman est très sensible à ce discours critique qui s'exprime en particulier dans la presse de gauche, et va demander, donc va dans un premier temps, pour Tintin au Congo, le mettre cesser de l'imprimer, ce qui suscite la désapprobation d'Hergé, et va demander ensuite d'échanges entre l'éditeur et le dessinateur, le remettre en service, le réimprimer en 1970, lorsque la décolonisation aura été achevée. Et effectivement, pour d'autres albums comme Cook en Stock, il y a un certain nombre d'expressions qui sont supprimées ou transformées, notamment ce que Casterman appelle le parler petit nègre, qui est transformé dans Cook en Stock, ou les expressions par la barbe du prophète, ou Fatima de prise unique, qui sont les insultes qu'utilisait auparavant le capitaine Haddock, sont lissées et transformées justement pour faire face aux critiques, notamment exprimées dans la presse de gauche. Casterman explique cette position notamment par la volonté de défendre l'aspect éducatif et pédagogique des aventures de Tintin. Parce que l'un des arguments de vente de Casterman, c'est de dire que Tintin est adapté à tous les enfants, et Tintin apporte un message d'espoir pédagogique, etc. Et le fait d'être critiqué pour son message réactionnaire, vu par certains comme étant réactionnaire, eh bien, crée un véritable problème dans l'argumentaire de Casterman, qui veut faire passer les aventures de Tintin comme pédagogiques. Et dans le cadre qui est celui de la loi de 1949, qui proscrit donc l'expression du racisme, eh bien, Casterman se méfie des éventuelles réactions françaises, à raison, puisque la France a fait état d'un certain nombre de mesures protectionnistes, pour justement argumenter envers Hergé pour dire, eh bien, il faut modifier tel ou tel élément, parce que sinon nous allons soit tomber sous le coup de la loi, soit être critiqués, et cela va nuire à la carrière commerciale des albums. Avec en même temps un retournement qui est tout à fait intéressant à la fin des années 60, au début des années 70, puisque cette même presse qui pouvait critiquer Tintin est aussi celle qui va le consacrer comme auteur, et Casterman va être très habile pour contribuer à ça, pour contribuer à patrimonialiser Tintin, à ressortir des archives, à faire en sorte finalement d'accompagner cette consécration d'Hergé comme auteur avec un A majuscule. Et du coup, à ce moment-là, Tintin au Congo peut ressortir en 1970,
finalement parce que ça s'inscrit dans une œuvre dont il faut qu'on ait le corpus complet, quelque chose comme ça. Donc là, il y a aussi un tournant critique, en quelque sorte, de consécration de l'auteur que Casterman négocie assez habilement. Oui, Casterman n'est pas à l'origine de cette consécration, mais elle l'accompagne parce que c'est une manière de développer une niche éditoriale, en fait. La consécration d'Hergé est liée à l'éclosion du mouvement BD-Fil, notamment dans les années 1960, qui apporte un discours critique sur la bande dessinée, et Hergé étant une des figures de proue de la bande dessinée de cette époque-là, un discours critique naît autour d'Hergé dans des revues, notamment comme Gif Wif ou ensuite dans Phoenix, qui sont des revues tenues par les mouvements bédéphiliques. Casterman est très attentif à cette transformation-là. Et dans ce contexte des années 60, années 70, où les aventures de Tintin qui régnaient sur le marché de la bande dessinée jusqu'au milieu des années 60 est concurrencée, notamment en particulier par Astérix, qui vend bien plus d'albums qu'Hergé à partir de la seconde moitié des années 1960. Sachant qu'Hergé produit lui-même de moins en moins, il faut trouver, si vous voulez, des supplétifs. Et donc, la patrimonialisation, la consécration d'Hergé en tant qu'auteur participe de ce mouvement-là. Et à partir des années 1970, Casterman va participer à ce que j'appelle la patrimonialisation d'Hergé en publiant au départ les archives Hergé entre 1973 et 1980. En fait, la publication du premier volume des archives Hergé est liée à la volonté d'Hergé de voir reparaître Tintin au pays des Soviets. Casterman n'a pas envie au départ de republier ce récit de Tintin au pays des Soviets en raison de son aspect profondément caricatural, puis on est encore dans le contexte de la guerre froide, et ne souhaite justement pas prêter le flanc à la critique, mais devant l'insistance d'Hergé et devant le développement d'un marché de la revente illégale, Casterman finit par accéder à la demande d'Hergé, mais maquille son projet en créant donc, si vous voulez, un album de luxe en mettant à la fois les planches de Tintin au pays des Soviets, mais aussi celles de Tintin au Congo et de Tintin en Amérique. Ce qui fait que le message de Tintin et des Soviets perd de son caractère un petit peu sulfureux pour justement en faire un album d'archives réservé aux amateurs et à la titinophilie naissante. Il se trouve que cet album d'archives Hergé, qui est présenté comme un objet pour amateurs, un objet de patrimoine, fonctionne très bien en termes commerciaux. Il est vendu à 70 000 ou 80 000 exemplaires, ce qui est un excellent résultat pour un livre qui coûte cher et qui était en fait, si vous voulez, un supplétif pour Casterman pour satisfaire son auteur phare. Eh bien, Casterman sent qu'il y a un filon, une niche éditoriale à exploiter et va rééditer donc en noir et blanc l'ensemble des premiers albums d'Hergé et dans ses archives, et on va ensuite publier des facsimilés des premiers albums des aventures de Tintin, tout simplement parce que l'éditeur comprend ici qu'il y a une demande et va donc accompagner cette demande-là en éditant les discours critiques. C'est également pour Casterman un moyen, et là je pense le volume d'entretien avec Nima Sadoul, de contrôler ce discours sur Hergé, en tout cas de le superviser, d'avoir un œil dessus. Cette volonté de contrôler ou de vérifier ce qui se dit, ce qui se publie, ce qui se fait, ce qui se met en scène à partir de Tintin, ça reste une constante aujourd'hui, puisqu'on sait que la société qui gère les droits de Tintin, Moulin-Sarr, est très très active. Dès qu'il y a une brèche perçue ou crainte dans le copyright, elle se met en branle de façon très très active. Alors il y aurait évidemment beaucoup d'autres thèmes encore à aborder, mais c'est déjà un tour d'horizon très riche. Pour terminer, est-ce que je peux vous demander s'il y a dans l'œuvre d'Hergé un album, je dirais non pas préféré, mais qui vous intéresse le plus en raison peut-être de ces liens avec cette histoire éditoriale que vous avez racontée? Moi, celui il y en aurait plusieurs, c'est une bonne question. Je trouve que L'Étoile mystérieuse est extrêmement intéressant du point de vue de l'histoire éditoriale, puisque c'est un album qui a été transformé à maintes reprises et qui justement est porteur d'un certain nombre d'enjeux. Donc je dirais peut-être L'Étoile mystérieuse pour l'intérêt de l'historien, en tout cas entre la transformation donc de l'adversaire qui est donc
incarné par un mania juif de la finance dont les codes antisémites sont repris par Hergé, avec des adversaires qui sont les États-Unis, puis ensuite, après-guerre, les adversaires qui viennent d'un pays fictif, le Sao Rico. Donc on voit bien là tous les enjeux de transformation éditoriale, à l'initiative évidemment de Casterman, donc qui en fait un album, si vous voulez, qui cristallise ces différents problèmes. Merci beaucoup, Florian Moine. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site paroledhistoire.fr pour tous les compléments ainsi que la bibliographie de l'émission. Et à très bientôt pour de nouvelles histoires de Tintin.